ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bienvenue chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et c'est à la rencontre d'un entrepreneur engagé que je vous invite aujourd'hui, un homme qui est allé chercher très loin dans sa jeunesse les lumières qui l'ont éclairé sur sa vocation d'entrepreneur et de chrétien ardent. Hubert de Boisredon, bonjour. Bonjour Guillaume. Hubert de Boisredon, merci de me recevoir ici à Nantes, dans les bureaux du groupe Armor, que vous dirigez depuis près de 20 ans. Un groupe très en pointe, à la fois sur le plan écologique, social et sociétal. Nous reviendrons sur ces sujets parce que vous voulez vraiment qu'on parle aussi de l'actualité et de l'engagement d'Armor. Oui, tout à fait. C'est une joie particulière que cet entretien ait lieu dans ce bureau, qui est le lieu de transformation du monde au quotidien par l'entreprise. On est au cœur de Nantes, auprès du port de Nantes. Ouais. Alors Hubert, vous venez de publier un livre, L'Esprit souffle, suis-le, aux éditions MAM, qui vient de sortir. Pourquoi justement vous avez écrit ce livre maintenant ? Alors, si vous voulez, ça fait longtemps que j'ai l'occasion de témoigner de mon engagement de dirigeant d'entreprise et de l'activité de l'entreprise, et que ce soit auprès de dirigeants, auprès de jeunes aussi. Et très souvent, mais refléter ce que nous faisons de bien, et bien sûr nous en sommes fiers, que ce soit l'innovation sociétale. Armor est un groupe qui au départ fabrique des consommables d'impression pour imprimer les étiquettes code barre. On est devenu leader mondial au cours de ces 20 dernières années. Alors c'est très technique, mais on verra tout à l'heure qu'il y a aussi des implications dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Voilà, c'est un groupe de 2000 personnes et qui a décidé de mettre l'innovation sociétale, le développement durable au cœur de sa stratégie. Et du coup, à partir de là, sont nées toute une série d'innovations, que ce soit dans les films, on réinvente les panneaux solaires pour des films photovoltaïques, on améliore la performance des batteries électriques, et puis on développe la fabrication additive 3D, etc., etc. On y reviendra. Il y a en tout cas une véritable vision, une ambition écologique. Voilà, aussi. On y reviendra. Mais en fait, sur le pourquoi du livre, si vous voulez, très souvent sont reflétés ce que l'entreprise fait de bien. Et j'estimais que par à la fois désir et honnêteté, il fallait qu'à un moment je dise que tout ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait parce qu'il y a une source qui m'anime et que cette source est née à travers des rencontres, des événements dont on pourra parler après, mais qui font que le dirigeant engagé que je suis aujourd'hui, je le dois à toute une série de personnes et je le dois aussi à Dieu qui m'a rencontré un jour dans ma vie. Alors on va en parler parce que ce livre vous expose en quelque sorte, c'est un peu une prise de risque ? Oui, c'est une prise de risque. D'ailleurs, il était prêt il y a un an. J'ai senti il y a un an que j'étais pas prêt. Pas prêt sans doute peut-être à devoir me confronter au regard des autres par rapport à cet engagement fort que je déclarais. Et puis aussi parce qu'on était en pleine pandémie du Covid, j'étais dans un processus intérieur, je pense, de lâcher prise sur certaines choses, d'un plus grand détachement. Et qu'il me semblait que j'étais pas allé au bout de ce processus et qu'il fallait que j'attende. Et c'est pour ça tout le dernier chapitre du livre, c'est un petit peu le chemin qui s'est fait depuis un an. Alors quand on commence ce livre, moi ce qui m'a frappé, c'est l'immense douceur au début. On sent que vous êtes en train. Je pense que vous aviez peut-être fini le livre à ce moment-là, qu'il y a une sorte de paix, de douceur qui émane et une gratitude de tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous décrivez dans le livre. Et le livre commence par là. Et d'ailleurs, vous me souriez là quand je suis en train de vous dire tout ça. Oui, parce que je souris parce qu'en fait, j'ai pas écrit ce chapitre à la fin. Ça a été mes premiers mots. De façon étonnante, alors, je m'étais trompé. Oui, j'ai pas décidé d'écrire le livre un jour à telle heure. En fait, c'est en prenant le TGV un jour et monter cette énorme gratitude en regardant les paysages que ce que je décris. Et je me suis dit, ça y est, l'heure est venue et j'ai commencé à ouvrir mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Voilà. Et c'est venu tout seul ? C'est venu tout seul. Alors, on parle de gratitude, de douceur et l'émerveillement. Alors, l'émerveillement, c'est quelque chose qui est presque constant dans votre vie parce qu'il y a eu beaucoup d'imprévus,
mais il y a surtout l'émerveillement. Oui, en fait, rien dans ma vie ne s'est passé comme prévu. J'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie par ma naissance, par mes parents, par mes études. Et d'une certaine façon, j'étais programmé Tout était tracé. Comme un enfant de bonne famille qui avait fait des bonnes études. Et un peu, j'ai l'image du tapis roulant, comme si j'étais sur un tapis roulant. Et où ma vie, quelque part, même à 17 ans, était presque programmée jusqu'à ma retraite. D'une certaine façon. Un programme de réussite. Un programme de réussite. Et puis, il y a eu la surprise ce qu'on appelle de l'Esprit Saint, la surprise de différentes choses qui se sont passées et qui ont fait que rien ne s'est passé comme prévu dans ma vie. Alors, on va en parler. Mais finalement, pour mon plus grand bonheur, et mon plus grand émerveillement aujourd'hui. Quand vous avez 17-18 ans, vous êtes catholique, pratiquant, mais peut-être pas très... J'allais à la messe avec mes parents, par fidélité, aussi pour leur faire plaisir, je pense. Et alors, ce qui m'a amusé, c'est votre description de Dieu, ce vieillard barbu qui est assis sur son nuage et qui nous regarde, qui nous félicite quand on fait des choses bien, mais qui nous sanctionne quand on fait des choses pas bien. Moi, on est un peu de la même génération. J'avais un peu le même Dieu que vous à ce moment-là. Oui, je pense que j'avais peur de Dieu de certaine façon, et surtout, j'avais une image que pour être digne d'être aimé par lui, il fallait que je sois parfait, et avec un sentiment d'échec permanent, puisque j'ai l'impression de jamais y arriver, de jamais être assez parfait pour être vraiment aimé. Et finalement, j'en ressentais quelque part une angoisse. Une angoisse. Finalement, est-ce que je pourrais trouver la paix un jour avec cette espèce d'écart entre ce que j'aimerais être et ce que je suis et voilà. Je savais pas comment faire. Alors c'était une chose qui est effectivement forte dans votre jeunesse. Vous dites que vous construisez votre vie dans une démarche d'effort constant pour être aimé de vos parents, de vos profs. Vous voulez réussir, vous voulez leur plaire, réussir pour eux. Oui, pour moi, pour être aimé, je devais réussir. C'était un peu ma logique, ce qui voulait dire une peur terrible de l'échec. Et si j'échouais, finalement, je méritais plus d'être aimé, donc c'était dramatique. Donc, vous imaginez la tension que je mettais à être le meilleur tout le temps. Mais vous avez toujours peur de l'échec aujourd'hui ? Aujourd'hui, beaucoup moins. On reste toujours marqué par ses gènes ou son histoire ou sa personnalité. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, je sais profondément que je suis aimé quoi qu'il arrive et j'en ressens une profonde liberté. Et c'est peut-être ce qui a fait que j'ai osé suivre ma voie. Et c'est d'ailleurs l'invitation du livre, notamment pour des jeunes. C'est vraiment cette invitation à ce que les jeunes osent suivre leur voie, leurs aspirations. Parce que moi-même, ça a été un chemin de libération finalement, et qui est venu par cette rencontre un jour, ce 5 septembre 1982, à 18h, où il y a eu un événement qui s'est passé dans ma vie, complètement imprévu, qui m'a surpris et qui a tout changé. C'est quel événement ? Si vous voulez, ça a été l'événement... À ce moment-là, j'étais même pas capable de le décrire, je l'ai compris après. C'est l'événement de la rencontre de Dieu personnel dans ma vie, ce que certains appellent aussi l'effusion de l'Esprit Saint, d'une certaine façon. J'étais allé dans une retraite au départ. En fait, elle n'était pas prévue. Vous deviez vous retrouver avec des amis au bord d'une belle piscine, dans une belle maison. Oui. Et puis ça s'est pas fait. Oui, tout à fait. On avait un plan. C'était après la terminale. J'allais rentrer en prépa. Et un de mes amis me dit mes parents me prêtent leur maison dans le sud de la France. Super, on va pouvoir s'éclater. Voilà, c'était vraiment les vacances de rêve sans les parents. Enfin bon. Et il se trouve quelques semaines avant, il me dit désolé, finalement, les parents peuvent plus nous prêter la maison. Ils viennent avec des amis. Donc c'est un peu la grande déception collective. J'en parle à mes parents et notamment à ma mère. Et qui me dit, ça lui vient de tac au tac, elle venait de faire cette retraite dans la communauté de la Roche d'Or, à côté de Besançon. Et elle me dit, écoute, voilà, je t'ai pas dit ça souvent, mais le plus beau cadeau de mère que je pourrais te faire, c'est te proposer d'aller faire cette retraite. Et moi, je me rappelle l'avoir envoyé balader au premier abord, en disant, écoute, t'es gentil, mais je devais aller faire des super vacances, tu veux pas me proposer je vais pas aller faire une retraite, réciter le chapelet, machin. J'avais plein d'images aussi de ce que c'était que ce type de retraite. Et au fond de moi-même, ça m'est vraiment resté quand elle m'a dit le plus beau cadeau de mère que je pourrais te faire. Et c'est là où j'ai finalement adhéré. Je partais aux États-Unis pour faire un stage. Je me suis inscrit un peu rapidement. De toute façon, je savais pas ce que j'allais faire cette semaine-là. Et je suis parti aux États-Unis. Et à ma grande stupéfaction, il se trouve mes parents animaient un groupe de réflexion chrétienne dans le collège de Passy-Buzinval où j'étais à ce moment-là. Et à ma grande stupéfaction, au retour, qu'est-ce que je vois ? J'arrive directement pratiquement de l'aéroport à la retraite. Et qu'est-ce que je vois ? Tous mes copains de ce groupe de réflexion chrétienne avec qui je devais partir faire cette super semaine, qui se retrouvent à la retraite. Mes parents avaient réussi à les convaincre de tous y aller.
Oui, ça c'est un beau cadeau. Votre mère avait été active. Elle avait été active, elle avait été jusqu'au bout de son... Comme quoi, il faut pas hésiter aussi d'inviter nos jeunes à faire des démarches. Et j'arrive à cette retraite. Et première chose, le père Florin Calran, qui animait cette retraite, dit, mais vous savez, Dieu parle. Moi, je dis, comment ça, Dieu parle? Jamais j'avais entendu ça. Dieu parle et il rajoute, voilà, mais pour l'entendre, il faut écouter. C'est pour ça que je vous invite au silence. Déjà, c'est une sacrée expérience. Donc déjà, ça m'a interpellé. Et puis, j'étais avec cette angoisse au fond. Et au deuxième conférence, il parle du père de Foucault, de la vie de Charles de Foucault, en expliquant qu'il a vécu à l'extérieur de lui-même pendant toute des années, en menant une folle vie, etc. Et de mémoire, il parle de cette angoisse sans doute qu'il ressentait, qui était en fait assez la mienne. Et il dit que Charles de Foucault, à ce moment-là, a lancé un défi à Dieu, en lui disant « Mon Dieu, si vous existez, manifestez-vous à moi ». Et moi, avec mes 18 ans, quelque part, j'ai pris ce truc au sérieux, et je me suis dit « chiche ». Et je suis monté sur une montagne, physiquement, une colline, dans ce foyer, dans cette communauté, le foyer de charité de la Roche d'Or. Et en haut de cette montagne, j'ai crié, littéralement, j'ai crié de toute ma force « Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi ». Et à sa manière, Dieu vous a répondu. Et de façon presque instantanée, j'ai été saisi. J'ai été saisi à tel point que je suis resté 2 heures, 3 heures sur cette montagne. J'étais présent, mais je ne pouvais... Enfin, c'est pas que je pouvais pas bouger, je n'avais pas envie de bouger, parce que j'étais envahi d'une présence. Et cette présence, c'était, au fond, tu n'as pas besoin d'être parfait pour que je t'aime. Mon amour est premier. Quand vous êtes rentré Voilà, le soir... Mon amour est premier, voilà. Et c'était, j'ai compris que c'est lui qui venait vers moi et que j'avais pas besoin de m'efforcer d'aller vers lui. Et du coup, je suis redescendu de cette montagne le soir, après cette expérience, un peu inconscient, enfin, ne comprenant pas trop ce qui m'était arrivé. Et c'est mes amis Ils vous ont dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, ils m'ont dit, ils m'ont vu, mais ils m'ont dit, Hubert, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as plus la même tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, par leur regard, que quelque chose s'était passé, mon visage était transformé. Alors vous parlez d'un impact immédiat qui n'a cessé de se poursuivre jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, je le vois parce que vous en parlez avec émotion. Oui, parce que c'est une expérience vraiment marquante et fondamentale. Bah, ce que ça a changé, c'est que j'avais décidé de faire une prépa scientifique, et c'est très bien, hein, les prépas scientifiques, mais dans mon cas, j'avais décidé de le faire parce que mes professeurs m'avaient dit, si tu as la capacité, fais-le, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui te permettra d'avoir les jobs les plus importants, les plus... Donc en fait, j'étais dans une logique de viser toujours ce qu'il y a de mieux. Et je suis rentré donc en prépa scientifique à l'école Sainte-Geneviève des Jésuites à Versailles. Et puis je voyais mes anciens amis qui étaient en prépa HEC, qui étudiaient l'histoire, les maths, la philosophie, un certain équilibre et très tourné vers vers la société de façon générale. Et moi, je vibrais quand je les entendais. Et je me rappelle après une séance où il y avait 4 heures de maths, 4 heures de physique. Pourtant, j'aimais ça, mais j'avais besoin de quelque chose de peut-être d'un plus grand équilibre, en tout cas pour moi. Et je me rappelle, à ce moment-là, avec la retraite que j'ai vécue, j'ai eu le courage de dire, bon voilà, ma voix, c'est pas celle-là, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, mais là, l'enjeu, c'est ma vie, et j'ai eu le courage d'aller voir le directeur des études et de lui dire, écoutez, voilà, je me suis trompé, et en fait, j'ai réintégré, et finalement, ça a été la première chance de ma vie. Réintégré HEC. Voilà, bah après j'ai intégré HEC, bon, voilà, très bien. Mais c'était surtout ce choix d'avoir suivi mes aspirations profondes et d'avoir vaincu la peur de ne pas faire ce qu'il y a de mieux et d'être un peu jugé pour ça. Alors il y a des moments très forts que vous vivez à ce moment-là. Vous partez assez vite aux États-Unis pour une formation au management à New York des années 80. Oui, c'est pas le New York d'aujourd'hui, c'est un New York de contraste. Oui, ben en fait, dans le cadre d'HEC, j'avais la possibilité de faire ma 3e année dans le programme international management, et j'arrive à New York. C'était le New York de Milton Friedman, de Ronald Reagan, de 1985. C'était aussi le New York du début du SIDA. Et là, nouvelle expérience, un peu de grande solitude. J'habitais dans une famille aisée, c'était la famille Roosevelt. C'était vraiment une chance incroyable extérieurement, mais je partais le matin, les enfants de la famille revenaient de leur soirée, et puis il y avait beaucoup de pauvres étalés, qui étaient dans la rue. J'étais désarçonné par ce que je voyais, et puis mes cours de finance internationale, c'était, voilà, première page de mon livre, le but de l'entreprise, c'est de maximiser le profit de ses actionnaires. Et je repartais, et je me disais, mais est-ce que le but de ma vie, c'est ça? Ça collait pas. Voilà, ça collait pas avec l'expérience que j'avais vécue. Et j'ai vécu à nouveau une période de grande angoisse là, sur le sens de ma vie, je vais dire.
Autant la première, c'était est-ce que je suis aimé? Là, c'était quel sens donner à ma vie? Et un de mes amis m'avait mis dans mon carnet l'adresse des petites sœurs de la charité. Sœurs de la charité de Mère Teresa. Alors pourquoi pas aller les visiter? Voilà. Alors que c'est pas dans un quartier très très réputé. Non, c'était un quartier très dangereux dans lequel il y avait 1 à 2 assassinats par jour. Le South Bronx, c'était assez terrible. Et d'autant qu'en 85, New York n'était pas le New York d'aujourd'hui, c'était vraiment la jungle. Donc vous les appelez, mais c'est compliqué, elles n'ont pas le temps de vous recevoir, enfin vous comprenez pas très bien. Oui, parce que je comprends pas. J'appelle 3 fois de suite, elle me dit non, c'est pas possible que vous veniez nous voir, etc. Ce qui est étonnant. Because mother will be there. Mother will be there. Et je me dis, mais je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Et finalement, j'étais tellement, cette angoisse et ce désir de vie était tellement fort qu'à force de les rappeler, elles m'ont dit, bon, allez, venez. Je crois que je les aurais vraiment cassé les pieds. C'est vraiment comme dans l'évangile, vous savez, quand on frappe et que finalement l'ami finit par ouvrir parce qu'il en a marre. Et j'arrive là-bas dans cet endroit, un peu cette chapelle sans chaise, sans fauteuil. Et il y a cette crucifix avec l'inscription. Et il y avait juste ce crucifix en face, I thirst, j'ai soif. J'ai soif. Qui est dans tous les centres de. Qui est dans tous les centres de Mère Teresa. Des sœurs, voilà, et qui m'a vraiment touché parce qu'en fait, j'ai vu ce j'ai soif et j'ai dit mais en fait c'est moi là, c'est moi qui ai soif et c'est lui qui le dit. Mais bon, je suis touché qu'on en parle aujourd'hui parce que l'invité récent de CTO, c'était le père Mathieu Daucher, qui connaît très bien les sœurs de Mère Teresa et qui parlait justement de l'importance de cette phrase du Christ j'ai soif qui est reprise par Mère Teresa. Oui, ça m'a touché parce que je me suis dit lui qui est Dieu, il est sur la croix, il est dans une faiblesse extrême. Et il ose dire j'ai soif, c'est-à-dire se montrer dans sa vulnérabilité extérieure mais intérieure. Or moi j'étais à ce moment-là dans un moment de vulnérabilité, je me disais mais qui répondra à ma soif? Qui répondra à ma soif? C'est vraiment fou. Et de façon assez étonnante, j'étais là en prière, il y avait toutes les petites religieuses assises à genoux. Il y en a une qui se lève pour allumer les bougies, qui est assez petite, un peu courbée. Et au moment où elle se retourne, mais c'est Mère Teresa. Et là, d'un seul coup, tout s'est éclairé. Le Mother Will Be There, c'était Mère Teresa qui visitait ses sœurs de la charité de New York. Et j'étais le seul homme là, au milieu de toutes ces sœurs. Et en fait, qui leur avait tellement cassé les pieds que je me suis retrouvé là. Mais ça a été un moment qui a été une expérience assez forte. J'ai eu une rencontre personnelle avec elle à la fin de la messe. Elle s'est approchée vers moi. Elle me dit, qu'est-ce qui vous, pourquoi vous êtes là? C'est quoi votre but dans la vie? Elle s'est vraiment intéressée. J'étais très touché par ça. Et elle m'a dit simplement cette phrase, écoutez, voilà, dans votre vie, un truc simple. Vous avez 5 doigts dans la main, et c'était, vous posez la question, vous dites, voilà, Jesus did die for me, what can I do for him? Tous les matins, voilà, Jésus est mort pour toi, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et voilà, ça a illuminé ma journée. Après, elles m'ont proposé de distribuer la soupe populaire aux personnes de la rue et de rendre visite aux malades du sida. Et ça a été une nouvelle expérience, en fait, très, j'allais dire, assez bouleversant de voir des jeunes de mon âge me dire, écoute, voilà, bon, moi, finalement, je vais mourir. T'as la chance de vivre, profite de ta vie, vis-la à fond. Vis-la à fond et ne passe pas à côté. Enfin, c'était une interpellation très forte et qui fait que quand je suis parti de New York au bout de 4 mois, 5 mois, en marchant dans la rue, de façon très étonnante, c'est pas que j'ai pris une décision. J'avais à l'époque prévu de faire mon service militaire comme officier dans l'armée. Je viens d'une famille de militaires avec un grand-père général que j'aimais beaucoup. Et c'est comme si j'ai constaté à ce moment-là en marchant, je dis c'est pas que je décide de changer, c'est que je constate que j'ai changé. Oui, vous dites qu'un nouvel Hubert est né à New York. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je sentais que j'étais plus le même. Ensuite, vous distribuez les soupes, vous alliez à la messe tous les jours, puis vous avez rencontré des drogués, vous avez fait des rencontres incroyables. Oui, parce qu'en fait, du coup, ça m'a tellement pris que pendant 4 mois, je me levais à 6h du matin, j'allais à la messe à 7h, avec les sœurs de Mère Teresa, je distribuais la soupe populaire, rendre visite aux malades du sida. Ensuite, je revenais me changer pour aller à New York University à côté de Wall Street, faire mes cours de finance internationale. Donc c'était le grand écart. Et finalement, j'ai ressenti un certain bonheur à être pleinement dans le monde et avec ces 2 extrêmes. Mais j'allais dire à la fin de ces 4 mois, l'invitation, c'était est-ce que je pourrais pas unifier tout ça? Voilà. C'est-à-dire l'homme d'entreprise, l'homme de gestion, mes études,
approfondir mon contact avec les pauvres et aussi avec Dieu. Parce que c'est le monde de l'entreprise, le monde de l'action qui vous intéresse, parce que la question de la vocation religieuse s'est un peu posée. Vous dites qu'il y a un peu de pression peut-être autour de moi aussi, parce que c'est vrai qu'un profil comme le mien, on se dit, il aime le bon Dieu, qu'il y aille, quoi. Oui, la vocation s'est posée parce que surtout, je recevais effectivement beaucoup d'interpellations de gens. Si tu aimes Dieu, regarde les besoins de l'Église, on a besoin de prêtres, pourquoi tu serais pas prêtre? Et au fond, je sentais que pour moi, il y avait quelque chose de, j'allais dire d'unique, c'était dire qui rendra Dieu présent au cœur du monde. Il y a les besoins de l'Église, mais il y a les besoins du monde. Le besoin du monde, c'est qu'il y ait des témoins de lumière, c'est qu'il y ait des personnes qui disent leur amour de Dieu en plein monde. Et je sentais que c'était vers le monde que j'étais appelé. Et je pense que à ce moment-là aussi, à peu près dans cette période, c'est là où j'ai fait les premières rencontres avec la communauté Fondatio, à laquelle mes parents appartenaient déjà. Et ce qui me touchait, c'était cette invitation à construire un monde nouveau, construire un monde plus humain et plus juste, comme disciple de Jésus. Et je me suis dit, mais moi, c'est vers là que ça va. C'est comment être un disciple du Christ en plein monde. Alors, c'est pas un choix facile à faire à ce moment-là, parce qu'on est au milieu des années 80, que le business caritatif n'existe pas en tant que tel, et encore moins pour les chrétiens. Puis là, vous faites une rencontre assez incroyable à Saint-Germain-en-Laye. Tout à fait, parce que je me disais, est-ce que je peux partir en coopération? Donc, je me suis renseigné par différents organes, et ce qui était proposé souvent, c'est d'être professeur, par exemple, en Afrique, mais moi, c'était pas ça. J'enviais les médecins, par exemple. On dirait, les médecins, ils ont de la chance parce que ils font des études qui peuvent mettre au service des souffrants, des pauvres, notamment dans des pays en développement, et trouver la plénitude du sens de leur étude. Mais moi, j'ai fait de la gestion. À l'époque, faire de la gestion, c'était pour gagner de l'argent. Donc, comment faire que mes études puissent être utiles à la société et aux personnes? Et je voyais pas. Et puis, c'est un jour, en fait, à Saint-Germain-en-Laye où j'habitais, la messe était présidée par le cardinal Silva Enriquez de Santiago du Chili. Et à la sortie de la messe, il y a un des amis de mes parents qui s'appelle Denis Gallet, qui je dois beaucoup, qui me dit qu'est-ce que tu fais ce soir? Bon, il se trouve que mes parents étaient pas là, j'étais seul. Je lui dis non, je suis disponible. Et il me dit écoute, viens dîner à la maison. Je fais un dîner avec le cardinal et avec Domingo Santamaria, qui était à l'époque l'ancien ministre de l'économie du gouvernement d'Eduardo Frei du Chili et qui était très engagé dans le renouveau charismatique et dans Fondatio, etc. Et je suis allé à ce dîner. Et j'avais 21 ans. Et je vois ces deux grands hommes, quand même des figures, il y avait également 2-3 autres personnes aussi, des amis, qui commencent à s'intéresser à moi et dire, et toi Hubert, qu'est-ce qui t'anime dans ta vie? Et j'étais un peu intimidé, mais j'ai commencé à la raconter, cette histoire que je vous raconte, en fait. Et en disant, je cherche la possibilité de m'engager dans une activité qui unisse ma foi, l'amour des pauvres et mon goût pour l'entreprise et la gestion. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Et à ce moment-là, Domingo Santamaria, qui était le président du Banco de Desarrollo, qui est une banque de développement créée par le cardinal au Chili au moment de la crise du cuivre de 83 et qui s'est dit, mais l'Église a des biens, etc. On va tout vendre pour les mettre au service de l'économie. Donc, il avait créé une fondation pour créer cette banque. À ce moment-là, Domingo me dit, mais écoute, Hubert, tu viens au Chili, c'est au Chili que tu vas vivre cette unité. Tu viens travailler dans la banque et là, tu vas vivre une aventure extraordinaire. Et finalement, on est parti à 4. On a créé une coopération. Oui, avec deux étudiants d'HEC. Avec un ami d'HEC, ouais. Laurent Barbachet, qui était avec moi. Et puis 2 autres amis de l'agro. Et nous avons créé une coopération avec la délégation catholique pour la coopération, qui a été approuvée par le ministère des Relations extérieures. Et comme ça, nous sommes partis au Chili en 86. C'était le Chili de Pinochet à l'époque. Dans une banque chilienne de développement et où a démarré une nouvelle étape de vie extraordinaire. Alors c'est un moment très fort. Vous dites à ce moment-là que vous vous sentez guidé par quelqu'un qui vous connaît mieux que vous-même et qui prend soin de vous. Oui, parce que finalement c'est récurrent. C'est dans des moments où je sens qu'il y a une aspiration profonde. Il y a le doute qui vient en disant est-ce que cette aspiration peut se réaliser? Donc finalement, est-ce qu'il serait possible que je sois assez aimé pour que cette aspiration profonde se réalise? Et très souvent dans ma vie, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, une réponse est donnée qui vient presque au-delà de mes espérances, combler ce désir profond. Au moment d'un lâcher-prise, peut-être au moment où j'ai touché le fond, en me disant, mais je ne vois plus, je sais plus. Et paf, et de façon tellement évidente, tellement c'est étonnant, si vous voulez, que je ne peux pas ne pas y voir
cette présence qui me précède et qui me guide. On est au cœur même du livre, là, et dans le titre du livre. Oui. L'Esprit souffle, suis-le. Avec ce verset de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 8, que vous aimez beaucoup. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. On est vraiment au cœur, C'est là. ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et je dirais que ce qui était valable hier reste complètement valable aujourd'hui aussi. Alors, votre vie est en train de se créer sous vos yeux. Il y a vraiment une présence bienveillante qui vous guide. Oui, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il m'est demandé de dérouler et d'accompagner ce mouvement. Donc, on part au Chili. Alors, c'est 2 ans de coopération dans la banque, et à nouveau, me dire voilà, mais je suis venu au Chili pour rencontrer les pauvres dans cette banque. Oui, ça se passe pas idéalement. Hein. Non, parce que c'est une banque qui devient c'est une banque comme une banque. Une grande banque mutualiste, on va dire, comme le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, etc., qui sont des belles banques. Mais le contact avec les pauvres au quotidien, je le vivais pas. Et à un moment, avec cet ami Laurent, on a un peu vécu tous les deux d'ailleurs une crise similaire, c'est-à-dire de dire mais attends, on n'est pas venu pour ça, on est venu pour être aux côtés des gens pauvres dans les poblaciones, dans les quartiers pauvres de Santiago du Chili. Et donc, ça a amené différentes démarches, de demander l'autorisation, par exemple, d'aller rendre visite à la prison des mineurs de Santiago. Et puis, j'ai fait cette rencontre aussi étonnante grâce à un poblador, Enrique, qui m'a introduit auprès de la communauté Santa Ana, qui est un centre de réhabilitation de jeunes drogués. Au début, j'y allais en me disant, voilà, ce sont des jeunes drogués, prostitués, prisonniers, enfin ex-prisonniers. Voilà, il va falloir leur prêcher la bonne parole ou les remettre dans le droit chemin. Et je pense que je me voyais un petit peu comme celui qui était meilleur qu'eux. Et de manière, là aussi, très étonnante, j'ai vraiment pris une claque parce qu'en fait, je suis arrivé dans ce centre. Ils m'ont accueilli d'une manière mais incroyable. Ils avaient préparé la Marseillaise. Et puis, à leur contact, j'ai découvert qu'en fait, ils étaient eux le visage de l'amour pour moi. C'était l'amour de Dieu qui était quelque part. Ils n'avaient rien à perdre. Ils avaient en eux que de l'amour à donner, et en disant mais tu sais, nous on a tout fait, bah on sait qu'on est pardonné, on sait qu'on est aimé de Dieu, bah toi aussi tu peux peut-être accepter que t'es pardonné et que t'es aimé par Dieu. Et finalement ça a été, j'ai découvert la fraternité, j'ai découvert la communauté. Je passais souvent mes week-ends là-bas, dormir dans une maison de bois où Puis vous retrouvez Fondatio au Chili. Voilà, qui joue un rôle important. Et pendant ce temps-là, j'étais membre de Fondatio au Chili, vécu une démarche aussi de transformation personnelle, parce que Fondatio, c'est vraiment ce chemin de foi, mais aussi, vous savez, Fondatio est né de ce mouvement un peu suivant les paroles de Paul VI, qui disait pas de monde nouveau sans homme nouveau, pas d'homme nouveau sans formation nouvelle. Et ça résume en fait la vocation de Fondatio, c'est construire un monde plus humain et plus juste, mais pour ça commence par soi-même. Comment transformer ma vie pour ôter les freins que je mets à la création de ce monde, à la constitution de ce monde nouveau dans l'Évangile. Et pour ça, travailler personnellement et du coup, nourrir ma vie spirituelle dans ce même élan. Donc, formation, vie spirituelle et engagement dans le monde sont complètement reliés. Fondatio, dans lequel vous êtes toujours très actif, et Marianne, votre épouse, est la responsable de Fondatio France, et qu'on a eu le bonheur d'avoir au micro de Théo il y a 1 an. Voilà, et moi-même, je suis engagé aussi plutôt du côté du siège international avec son président François Proto. Alors, Fondatio vous aide beaucoup justement pour vous enraciner dans ce Chili et d'aller voir les personnes défavorisées, parce que c'est tout ce programme qui vous permet d'aller dans le réel au moment où la banque vous frustre un petit peu. Et puis, vous avez des mots sur le Chili de l'époque, qui est un pays très violent, on l'a oublié, en plein conflit. C'était le Chili de Pinochet avec des protestas, des révoltes très fortes. Il y a cette venue du pape Jean-Paul II en avril 87. Alors là, dans des circonstances incroyables, vous y étiez, et puis là, c'était très violent. Voilà, avril 87, le pape Jean-Paul II arrive, et lors de la messe au parc O'Higgins, qui était... plus d'1 million de personnes. Des bagarres généralisées. Et à ce moment-là, des bombes en pleine messe, à un tel point qu'un hélicoptère arrive pour évacuer le pape. Il refuse. Et il refuse. Il se met à genoux avec sa croix, cette croix qu'on lui connaît avec le Christ accroupi, j'allais dire, sur la croix. Et pendant 5-10 minutes, ça m'a paru une éternité, il prie devant l'autel. Et il continue sa messe. Et au moment où il se relève, il dit ces paroles extrêmement fortes. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. L'amour est plus fort. Et c'était et étonnamment, alors que les foules s'agitaient, je ne sais pas comment il n'y a pas eu de mort, parce que c'était 1 million de personnes qui se jetaient contre les barricades, les machins, les trucs.
Et en fait, la violence a cessé et il a poursuivi. Voilà. Ça c'est resté extrêmement marquant. On était plusieurs, ça s'agitait de tous les côtés. Il nous invitait à prier. On était à genoux. Je dirais, c'est un moment de ma vie où je dirais que peut-être de façon un peu inconsciente, j'avais envie de rester aux côtés du pape. Il me serait arrivé n'importe quoi à ce moment-là. Pour le protéger en quelque sorte un peu. Ouais, je pense qu'on était avec Dieu, avec le Christ à ce moment-là. Et donc c'est à ce moment-là de votre vie plus ou moins que vous décidez avec Laurent toujours. Oui. Finalement de créer quelque chose de nouveau. Voilà, exactement. Laurent de son côté avait vécu différentes expériences avec des pobladors. Moi, notamment avec le frère d'un des jeunes ex-drogués de Santa Ana, qui avait démarré une petite activité de fabrication de peignes. Il avait 17 ans, il avait déjà une petite fille. Il devait travailler pour lui donner son lait, etc. Et en parlant avec lui, ce qui m'a frappé, c'est que simplement en donnant une petite aide de quelques dizaines d'euros, l'équivalent de quelques dizaines d'euros, en fait, il pouvait acheter du matériel, il pouvait emprunter un tour à un de ses oncles, et que d'un seul coup, ses revenus se multipliaient par 4 ou 5. Et à ce moment-là, j'ai compris, en fait, que le crédit pouvait transformer la vie d'une famille. Et à ce moment-là aussi, nous avons eu connaissance de ce que faisait Mohamed Yunus au Chili avec la Grameen Bank. Laurent a étudié qui est devenu prix Nobel de la paix, mais bien plus tard. Voilà, à ce moment-là, il n'était pas très connu. Il regardait un peu par la Banque mondiale avec un certain une certaine condescendance. C'est lui qui a inventé les microcrédits. Ah ben c'est lui qui a inventé le microcrédit, tout à fait. Que Laurent a étudié et avec l'idée de le proposer dans le Banco de Desarrollo. Pour différentes raisons, le Banco de Desarrollo n'a pas osé quelque part faire confiance aux jeunes que nous étions et que notamment dans ce que Laurent proposait. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit à Laurent, mais attends, si le Banco de Desarrollo ne permet pas, notamment que tu t'engages dans ce projet, faisons-le ensemble et faisons-le ensemble avec Fondatio, avec les personnes qui nous soutiennent. Et on va démarrer de rien. Ce sera beaucoup plus humble. Certes, on n'a pas d'argent, mais on pourra créer ce projet avec les pobladors pour vraiment montrer qu'on peut faire de la banque avec eux. Voilà. Et alors, vous allez chercher des fonds. Là, vous êtes tiraillé parce que vous dites, bon, si je m'adresse à des banques, elles vont vouloir nous intégrer ou nous imposer leur schéma. C'est ça. D'un autre côté, on veut garder un niveau d'exigence professionnelle. Donc là, c'est à nouveau un moment de tiraillement. Vous en avez souvent des tiraillements comme ça dans la vie. Souvent. Le tiraillement précède toujours une invitation au lâcher prise. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et là, nouvelle intervention, on va dire, étonnante. De la Providence. C'est, nous avions réuni chez ce même ami Denis Gallet qui avait réuni pour nous. Vous revenez en France voir si vous allez récolter des fonds. Voilà, récolter des fonds auprès d'entrepreneurs. Et en disant simplement à des dirigeants d'entreprise à l'époque, nous on avait 23, 24 ans, donc on était jeunes. On dit, écoute, on est prêt à donner plusieurs années de notre vie, mais par contre on n'a pas d'argent. Vous avez de l'argent, par contre vous n'avez pas de temps, donc on propose apportez votre argent pour ce projet et nous on donne notre temps. C'est un peu le deal quelque part. Et lors d'une rencontre avec plusieurs dizaines de ces dirigeants d'entreprise, il y en a un qui à un moment, lors d'une présentation un petit peu de business que l'on fait de ce projet de microcrédit, nous dit, mais bon, pour tout ça, il vous faut des fonds, combien il faut? Et nous de répondre 1 million. Et il nous dit à l'époque 1 million de francs ou 1 million de dollars? Et je vois Denis Gallet, cet ami, nous dit dites 1 million de dollars, dites 1 million de dollars. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on avait besoin que d'1 million de francs. On dit 1 million de francs. Bon. Il se tait, la soirée et puis se tout termine. Le monde repart, et puis là, tout le monde repart, merci beaucoup, alors. merci beaucoup. Et cet homme reste. Le seul reste, qui nous dit, voilà, je m'appelle Kaki Janton, je suis le numéro 2 du groupe Total, le directeur financier. J'ai, je pense à l'époque, à peu près 65 ans. Je me demande ce que je vais faire dans la dernière partie de ma vie, mais aujourd'hui, je sais, c'est avec vous que je m'engage. Donc, si c'est pas mon entreprise qui apporte les fonds, ce sera moi. Et il nous a apporté de fait tous les fonds qui ont permis de démarrer l'expérience pilote de Contigo, cette banque de microcrédit qui s'appelait Contigo. Avec toi. Et avec la rigueur du financier qui nous a coaché quelque part, qui nous a accompagnés. Oui, c'était une très grande figure de Total. C'était une personne, oui, je pense qui était une des grandes figures du monde financier, du monde de la banque de parisienne à l'époque. Les fonds qu'il gérait à l'époque avec l'Omnium financier de Paris, qui était du groupe Total, il se dit que c'était plus important que les 3 grandes banques parisiennes réunies. Donc on imagine
la compétence et l'envergure et puis il va professionnelle vous accompagner, il va d'ailleurs revenir vous voir, on en parlera. Et donc 3 jours, vous êtes de retour tout de suite au Chili, vous êtes même surpris. Et voilà, moi je suis surpris, j'avais prévu de rester plusieurs semaines et pour chercher des fonds et on repart démarrer Contigo. Et là, vous dites, faut qu'on crée une équipe. Donc, il y a Laurent, mais vous dites, ce serait bien d'être 3. Voilà. Et puis, à la limite, ce serait mieux que le troisième soit une femme. Une femme. Et puis, alors... et à ce moment-là, Fondation à nouveau. Voilà, Fondation à nouveau, j'apprends qu'arrive un groupe de jeunes formés par l'école de formation de Fondation au Chili. Et que parmi eux, il y a une femme qui s'appelle Marianne van der Merch, qui était économiste agrégée d'économie de Louvain-la-Neuve. Et ça a résonné en moi, tel point que je lui ai prêté ma chambre, je me rappelle, pour qu'elle soit accueillie. Et puis, surtout, j'ai dit à Laurent, écoute, est-ce que c'est pas la 3e personne qu'on attend? Et je lui ai demandé, écoute, si tu autorises, est-ce que tu m'autorises à aller la recruter? Donc, je suis allé la recruter, sans arrière-pensée au départ. Mais finalement, c'est tissé un lien vraiment étonnant, profond entre nous. Et qui fait que petit à petit, on a reconnu que ce lien était plus que simplement un lien professionnel, qu'il y avait la naissance d'un bel amour qui démarrait, alors qui a été aussi, c'était... j'en parle dans le livre, mais avec des questions qui sont posées au fur et à mesure. Et nous avons cheminé. Et donc là, c'est tout de suite la création de Contigo. Voilà. Vous pouvez décrire le premier prêt que vous avez accordé, dans quelles circonstances? Alors, en fait, il y a eu pas forcément le premier prêt, mais un prêt symbolique on était avec Marianne dans la rue, et il y a un jeune mendiant qui nous aborde et qui nous dit, écoutez, j'ai besoin d'argent, etc., etc. Et on s'est intéressé à lui en disant, mais écoute, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton activité? C'est quoi ton projet? Il a commencé à nous dire, moi, si j'avais de l'argent, j'aimerais bien avoir un petit étalage pour vendre des chocolats, des cigarettes, des mouchoirs à la sortie des cinémas, etc. Et on lui a dit, écoute, on va t'apporter un prêt pour que tu réalises ton projet. Par contre, reviens demain, on va faire l'étude du prêt, etc. Il est revenu. Tout ça s'est passé sur les marches d'un monument de Santiago. Et finalement, ça a été un premier crédit. Et ce qui nous a frappé, l'un des premiers crédits, et ce qui nous a frappé, c'est que c'est sa réponse, c'est de dire, mais moi tout seul, jamais j'aurais pu faire ça, mais avec toi, avec vous, je peux le faire. C'est la première fois de ma vie qu'on fait confiance. Voilà, c'est la première fois qu'on me fait confiance. Et là, j'ai compris ce mot faire crédit, c'est quand même faire confiance. Voilà. Faire crédit, c'est faire confiance. Et il employait toujours le mot avec toi, contigo puedo. Et du coup, on est revenu en proposant à l'équipe le nom de Contigo et qui a été choisi. Et le modèle de Contigo, vous vous êtes inspiré de Yonis, de créer ces cercles de formation au sein desquels des groupes de micro-entrepreneurs se préparent. Et ensuite, il y a une sélection pour accorder les 2 premiers crédits. Et puis, si les 2 crédits commencent à être remboursés, alors on accorde les autres crédits aux autres. Voilà, notamment donc Laurent ça crée une chaîne de solidarité aussi. Voilà, Laurent avait étudié tout le mécanisme de fonctionnement des crédits de la Grameen Bank qu'on a adapté au Chili en fait. Voilà, donc ça a été une période. Et puis après quelques années, c'est peut-être un peu long à raconter, mais il y a eu différents événements, notamment Marianne a eu un accident de voiture grave. Moi, j'ai eu une hépatite virale qui fait qu'on a été arrachés tous les deux quelque part à cette responsabilité. Laurent était reparti en France depuis un moment. Et en fait, on s'est rendu compte que l'équipe chilienne a pris en main parfaitement la continuité du projet. Entre-temps, notre amour avait cheminé, on a décidé de se marier. Marianne, heureusement, s'en est tirée. Alors effectivement, vous êtes à un moment, vous partez en France. Marianne et vous êtes plus ou moins promis l'un à l'autre. Oui. Vous partez en France, et puis là, vous vivez quand même une période très difficile en 91. D'abord, il y a une crise à Fondation, avec le fondateur de Fondation. Voilà. C'était la vague où beaucoup de fondateurs des mouvements de l'époque étaient pris dans des affaires notamment d'abus sexuels. Donc ça vous touche beaucoup. Sans doute pour ça, vous tombez malade, hépatite A. Je pense que toutes mes défenses sont tombées. Et le soir, quand j'ai appris cette nouvelle, alors que je devais avoir des rendez-vous avec lui, etc., mais toutes mes défenses sont tombées, c'est révélé une hépatite virale. Moi, j'étais complètement cloué au lit. J'étais revenu en France vraiment pour faire le discernement de demander Marianne en mariage. Et alors là, très grave accident. Marianne était au Chili. Puis là, elle aurait dû y rester, en fait. Voilà. Elle avait 5% de chance de survie. Voilà, exactement. Exactement. Elle était entre la vie et la mort.
je pense que voilà, là encore on peut relire, mais c'est vraiment. Et là, on vous dit, écoute, il faut que tu fasses un discernement parce qu'il faut pas que tu l'épouses parce qu'elle a eu un accident. Oui. Elle-même vous dit, reprends ta liberté. Parce qu'à l'époque, on ne sait pas si elle aura peut-être de séquelles à vie. On pensait qu'elle ne respirerait pas normalement, qu'elle ne pourrait plus manger par la bouche et voilà, qu'elle pourrait plus reparler, que ses cordes vocales avaient été sectionnées. Donc ça a été très douloureux. Et le père jésuite qui m'accompagnait, je lui en suis très reconnaissant aujourd'hui, mais sur le moment c'était très dur, m'a dit, écoute, c'est pas parce que tu étais prêt à t'engager avant son accident que tu dois t'engager après, elle n'est plus la même. Il faut absolument pas que tu t'engages par pitié ou compassion, tu dois refaire un vrai choix. Et donc, tu remets tout à plat, et c'est là où je suis parti faire 30 jours d'exercice de Saint-Ignace. Vous avez eu l'humilité de l'écouter, parce que j'imagine que ça va pas être facile. J'étais terrassé. J'étais terrassé parce que je perdais la femme que j'aimais, je risquais de la perdre. J'étais physiquement complètement par terre pendant plus de 6 mois, j'étais incapable de... Et trahi par... Et puis voilà, et puis je savais plus spirituellement, j'avais ces liens... En plus, c'était le moment où je souhaitais apporter quelque part toute notre mission de Contigo au cœur de Fondatio et voilà, pour donner un sens spirituel encore plus fort, et je me retrouvais avec tout le poids sur le dos de cette responsabilité. Et donc j'étais effectivement perdu. Je pense que mes parents étaient un soutien très fort à ce moment-là, et ce père jésuite également. Mais ça a été une plongée de dire il n'y avait que Dieu en fait. Il y avait revenir à l'essence même de ma foi, en étant prêt à nouveau à ce que ma vie puisse aller dans un sens ou dans un autre, la remettre complètement. Donc 30 jours de retraite. 30 jours de retraite. Et à la fin des 30 jours, quand je suis arrivé aux 30 jours, j'ai dit génial, je vais pouvoir faire mon choix de discernement vocationnel. Et le père Jésus me dit non, si tu vas pas le faire pendant les 30 jours, tu vas aller refaire une retraite d'élection avec quelqu'un qui n'est pas moi parce que je te connais. Il faut que tu sois complètement libre, et tu vas aller faire une retraite d'élection à Manresa. Donc j'ai fait 30 jours, puis là j'ai revu Marianne pour une rencontre de Fondatio qui était un peu Elle était revenue en Europe. Voilà, mais qui était complètement cabossée et qui parlait pas et qui était avec ses béquilles, etc. Et je suis reparti 10 jours en retraite d'élection. Voilà, et là c'était tellement clair que que vous allez à Bruxelles pour lui demander sa main. Je suis allé à Bruxelles lui demander sa main, et on s'est mariés 4 mois après. Et je sais que pour ses parents, elle était presque morte, et voilà, elle annonce son mariage. Ça a été assez phénoménal. Et on est reparti au Chili ensemble, et on s'est presque remarié au Chili avec tous nos amis chiliens, qui attendaient, c'était un peu pour eux le retour des ressuscités. Et là, au Chili, donc la page, vous sentez qu'elle doit se tourner parce que en fait, ça commence à bien rouler, ça marche, vous commencez à avoir du succès, TF1 s'intéresse à vous, mais vous souhaitez pas rester installé. Oui, je pense que l'appel à créer Contigo a été un vrai appel de suivre le Christ et de lâcher prise. Mais au fur et à mesure qu'à la fois il y avait un certain succès qui était visible, je voyais bien la tentation de m'accrocher à ce succès d'une part, et avec l'accident et la prise en main de Contigo par l'équipe, pour nous il est apparu évident qu'on devait préparer une transmission. Et c'est là où dans la prière, j'ai vraiment entendu cette parole de Jésus au moment de l'ascension qui dit « Il est bon que je m'en aille, puisque vous allez recevoir l'Esprit Saint, etc. » Et moi, j'ai compris à ce moment-là que pour le bien même du projet, il fallait annoncer que nous allions repartir et qu'on leur confiait que ce projet devenait le projet des Chiliens. C'était pas le nôtre. En fait, c'était voilà. Et surtout avec tout ce que j'avais relu de ses fondateurs, etc. Je me suis dit, il y a une vraie désappropriation à vivre à un moment, et que Dieu est premier. C'est pas là où c'est pas facile, c'est qu'effectivement, quand on crée quelque chose qui vient de ses tripes, c'est le cœur de nous-mêmes. Et donc il y a un peu un arrachement à ce moment-là. Surtout que c'était repartir pourquoi pour repartir à nouveau vers un certain vide. Et donc c'est le retour en France, 1993, crise économique en France. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que nous allions faire? On était jeunes mariés, on repartait, donc c'était à peu près 15 mois après le retour avec notre petite fille qui avait 2 mois. Donc c'était voilà. Qu'est-ce que nous allions En tout cas, donc, vous rentrez en France, vous laissez Contigo qui va être racheté en 2014. Oui, qui est réincorporé par un centre d'assurance sociale. Et qui aura, pendant toute cette période, accordé 50 000 crédits permettant l'emploi de 100 000 personnes. Ouais, à peu près, oui. Donc c'est quand même un impact social direct. Oui, puis avec une mise de fonds, on va dire à peu près que j'évalue à peu près à 5 millions d'euros. Donc c'est rien. Quand vous ramenez, c'est à peu près, c'est moins de 100 euros par crédit, en fait.
Oui, mais par rapport à la population que ça touchait, c'était sans doute énorme. On a pu, je pense, créer à peu près 100 000 emplois, effectivement, avec une petite initiative comme celle-là. Et ce qui montre qu'on peut faire plein de choses, même avec peu d'argent. Alors vous rentrez en France et vous auriez pu vous inquiéter en vous disant « je suis resté trop longtemps au Chili dans un truc un peu trop original ». Et puis finalement, vous êtes recruté par Ron Poulenc à un poste où, théoriquement, vous auriez dû avoir plus de background français. Oui, mais ça c'est un message que je donne aussi à des jeunes parce que pendant n'ayez pas peur d'essayer des trucs différents. Ouais, quand j'étais au Chili, je recevais souvent des alertes d'amis ou de personnes qui attendent, ne reste pas trop longtemps, tu vas mettre ta carrière professionnelle en l'air, 2 ans c'est bien, mais là je suis quand même resté 7 ans. Donc attention, pense à ton avenir. Et ce qui a été magnifique, c'est que finalement Ron Poulenc m'a proposé à l'époque un poste comme si j'avais 9 ans chez Ron Poulenc. Et ce qui a touché le responsable des cadres internationaux de Ron Poulenc à l'époque, c'était justement le fait que j'avais osé prendre des risques sans filet et que j'étais sorti des sentiers battus. Et il m'a dit, nous, vous savez, on est un grand groupe, on a tellement de gens qui suivent les normes et qui sont cadrés, qui n'osent pas prendre d'initiative, avoir des vrais entrepreneurs qui ont l'écoute du client et qui sont capables d'entreprendre, de créer, etc. C'est ça dont on a besoin. Et voilà, et ça a été une très grande chance dans ma vie de passer 11 ans dans ce groupe Ron Poulenc, de me former au management international. Donc un passage au Japon qui est très fort. Voilà, 2 ans au Japon, 4 ans en Chine. Ouais. Oui, alors bon, ça demande un peu plus de temps, mais le Japon... Juste un mot sur le Nemawashi au Japon. Oui, parce que au Japon, je suis arrivé, le président de Rhodia, c'est Ron Poulenc devenu Rhodia au Japon, me dit, écoute, au Japon, le pouvoir ou l'autorité dépend des cheveux blancs. Tu es jeune, j'avais 34 ans. Donc il va falloir que tu te fasses accepter par les Japonais. Je vais te demander d'abord tu vas pas être, parce que j'étais directeur général adjoint de Rhodia Japon. Tu vas pas être mis à part. Je vais te mettre au milieu du plateau avec tous. Et c'est le jour où les Japonais vont venir vers moi en me disant, mais pourquoi vous lui confiez pas des responsabilités plus grandes? Qu'à ce moment-là sera le signe que je pourrais te promouvoir officiellement. Mais il va d'abord que tu te fasses un parmi l'équipe. Et moi, j'ai énormément appris de ça. En fait, on confond souvent pouvoir et autorité. Et cette autorité, c'est ce qui est capable d'émaner de soi, indépendamment de son titre. Et l'autre chose que j'ai appris du Japon, c'est que les décisions se prennent pas du haut vers le bas en imposant, mais il faut travailler la terre, travailler les équipes, un peu ce qu'on appelle le nemawashi. Le nemawashi, c'est l'exercice que l'on fait pour transplanter un arbre d'un endroit à un autre, où on mouille la terre pour pouvoir retirer l'arbre sans casser ses racines, et on mouille la terre quand on le transplante pour que l'arbre arrive dans une bonne terre. Et finalement, c'est la même chose pour des décisions, c'est qu'on prépare la décision, on travaille les résistances, on écoute pour que les décisions durent. C'est très important pour Armor d'aujourd'hui dans la pratique. Mais tout ce que je dis en fait, tout ce que je dis aujourd'hui continue d'être, de m'impacter énormément parce que au Chili, c'est le contact avec les plus pauvres, et je pense que de comprendre que finalement il y a l'importance de l'écoute, notamment dans le dialogue social, je pense que c'est extrêmement important. Au Japon, c'est le nemawashi et un certain style de management par la confiance. Puis après, il y a eu la Chine où ça a été plus faire l'acquisition de sociétés chinoises en négociant avec le Parti communiste et de découvrir l'importance du développement durable, pas un peu par l'inverse. Et vous souffrez quand même pas mal, beaucoup même, tout ce temps chez Ron Poulenc et ensuite Rhodia, de style de management, de pression, de diriger les gens par la peur. Et ça, vous en souffrez. C'est quand même très important dans ce qui vous a formé pour après, dans votre façon de manager aujourd'hui. Alors, j'en ai pas souffert en Asie parce que j'ai eu des patrons extraordinaires justement qui pratiquaient l'écoute. Mais c'est quand je suis revenu en France, j'ai eu deux dirigeants successifs qui sont des grands dirigeants d'ailleurs. L'un d'entre eux aujourd'hui, un grand dirigeant d'un très, très grand groupe français, mais qui pratiquait un management vraiment par la pression et par la peur, avec cette conviction que plus on met la pression sur les personnes, plus elles vont se surpasser, ce qui pour moi est une aberration, parce qu'en fait, on crée de la démotivation, on crée des burn-out, on crée des personnes qui sont plus dans l'écoute de la confiance de ce qui naît en elles, mais qui sont dans la peur de ce qui va leur arriver. Et donc ça a forgé en moi, j'en ai effectivement subi les conséquences, puisque à un moment, une des méthodes qui a été appliquée par ce dirigeant, c'est de me forcer à délocaliser mon activité aux États-Unis, alors que ça n'avait aucun sens stratégique. C'était uniquement un moyen à la fois de renforcer un ego et de réduire les coûts en faisant ça.
D'ailleurs, quelques mois après la décision, après que je sois parti, ils se sont rendus compte que ça a été une erreur et ils sont revenus en arrière. Et là, j'ai exprimé, ça a été un acte de liberté aussi, de dire, je suis désolé, dans la mesure où cette activité n'a aucun sens stratégique, je ne peux pas l'accepter, et donc prends tes responsabilités. Si tu veux que je parte, je pars. Mais ça a été et donc j'ai quitté le groupe Rhodia à ce moment-là. Ça a été à nouveau une période de vide, une période un peu difficile parce que qui m'a un peu fait temporairement douter de ma capacité de dirigeant, parce que ce grand patron notamment me disait en fait si tu veux pas, c'est que tu n'es pas capable de prendre des décisions difficiles, tu n'es pas assez dur, etc., etc. Et donc ça m'a fait effectivement douter de ma capacité. Et c'est là où à nouveau, j'allais dire, l'esprit m'a précédé. Ne pas victimiser. Vous dites à ce moment-là, la seule manière de tourner la page de ce genre d'épreuve ou d'échec, c'est de sortir de la victimisation. Parce que sortir de la victimisation. Ouais. Et il y a eu un moment très important où je l'ai appelé, ça l'a surpris d'ailleurs, et pour lui dire, écoute, voilà, on était en désaccord profond. J'ai souffert de la situation, mais ce que je tiens à te dire aujourd'hui, c'est que je reconnais aussi ma part de responsabilité dans ce qui a pu se passer. Peut-être j'ai pas été capable d'expliquer assez. Et je décide aujourd'hui qu'en fait, je serai un grand dirigeant, mais pas à ta manière, à la manière que je choisis, c'est-à-dire avec humanisme et en pratiquant un management par la confiance. Et donc, je t'annonce que je vais vers un nouvel avenir qui sera positif, où je vais créer ma voie professionnelle et d'une manière qui va me rendre heureux et qui rendra les autres heureux. Et survient l'aventure Armor. Et voilà, et survient l'aventure Armor. Alors là, vous arrivez dans un groupe industriel, une plus petite entité, avec un conflit social fort. C'était une période assez tendue. Mon prédécesseur avait été licencié par les actionnaires familiaux de l'époque une semaine avant que j'arrive. Il y avait des tensions sociales très fortes. Le comité d'entreprise était dirigé par un syndicat, on va dire, très extrême. Et donc c'était très compliqué. Je sentais une haine anti-patron très très présente. Et donc il a fallu reconstruire la confiance. Ça a été long. Ça a été, ça fait un certain temps. Reconstruire la confiance. Les actionnaires familiaux ont été exemplaires aussi parce alors qu'ils souhaitaient céder l'entreprise, ils ont accepté de soutenir des investissements qui faisaient que la cession allait du coup intervenir plus tard, au bout de 3 à 5 ans. Et de fait, elle a été cédée 4 ans après. Et on a rebâti, on était à ce moment-là numéro 4 mondial dans notre activité des consommables d'impression pour l'impression des codes barres. On a réinvesti petit à petit, on a remonté les marches pour devenir leader mondial. Que vous êtes aujourd'hui. Voilà, ce que nous sommes aujourd'hui. Il y avait une activité de fabrication de cartouches d'impression remanufacturées. Oui, c'est très technique là. Qui souffrait parce qu'il y a une baisse de ce qu'on appelle baisse du print, où l'impression baisse, on imprime moins dans les banques, les notaires, etc. Et donc, la question se posait de garder ou de supprimer cette activité. On a décidé de la garder, de maintenir 800 emplois. Et je dirais que ça a été vraiment, avec l'ensemble des équipes, nous avons redressé cette entreprise, nous avons fait un leader mondial et nous l'avons tourné vers l'innovation, notamment l'innovation sociétale, en créant de nouvelles activités, notamment les films photovoltaïques et les films pour batterie. On va en parler un petit peu si vous voulez bien, mais ce qui est remarquable, c'est que vous avez réussi à gagner la liberté d'Armor avec le temps et avec l'équipe, avec les hommes. Oui. Vous êtes maintenant à la tête d'Armor et vous avez réussi à gagner l'indépendance d'Armor. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise a été cédée en 2008 à un fonds de participation industrielle lyonnais qui a joué aussi un rôle très positif. Et en 2014, quand ils ont décidé de revendre leur participation, le risque, c'était qu'à ce moment-là, on soit racheté par des actionnaires majoritaires qui ne soutiennent pas forcément les projets d'innovation que nous avions lancés. Et c'est avec l'équipe interne que vous avez... Voilà. Avec l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des salariés, nous avons réussi à prendre le contrôle de l'entreprise, avec 500 salariés actionnaires aujourd'hui, qui fait que Armor est devenu un projet collectif avec un actionnariat salarié fort. Et ça c'est une de mes convictions. C'est une conviction, c'est une vision d'entreprise très forte pour vous. Oui, moi je crois qu'il faut vraiment permettre aux salariés des entreprises d'être actionnaires de leur entreprise et que l'actionnariat salarié non seulement est un bienfait, mais est une vraie nécessité pour permettre aussi à l'ensemble des salariés de constituer une épargne qui soit au-delà de leur salaire. Alors, l'innovation technologique est importante, écologique aussi. En 2008, vous voyez le film Une vérité qui dérange d'Al Gore, et là c'est un choc pour vous. Oui, parce que ce film, La vérité qui dérange d'Al Gore, est un choc parce que je prends conscience à ce moment-là de la gravité du réchauffement climatique. Et je me dis, c'est bien que je demande à mes enfants d'éteindre la lumière de leur chambre en partant à l'école, mais est-ce qu'il n'y aurait pas encore beaucoup plus d'impact si l'entreprise tout entière se tournait vers ces enjeux
avec les moyens de l'entreprise. Voilà. Et donc c'est là où sont nés ces projets notamment vers ce projet de réinventer les panneaux solaires classiques sous forme de films photovoltaïques souples et minces qui pèsent 10 à 15 fois moins lourd que les panneaux solaires Alors classiques. ça peut paraître un peu compliqué pour les auditeurs, mais ça a quand même une implication formidable parce que vous avez des rêves aujourd'hui. Oui. Et qui ont un impact pour notre vie quotidienne. Oui, parce que si vous voulez, en fait, quand on regarde l'énergie solaire, c'est quand même l'une des seules énergies, peut-être avec l'éolien, mais je pense qu'il est plus facile à accepter parce que on peut en faire quelque chose de plus beau en soi. Mais c'est la seule énergie que l'on puise sans qu'elle ne s'épuise jamais. C'est-à-dire que le soleil ne donne son énergie complètement gratuitement. De certaine façon, il est un peu à l'image de l'amour de Dieu, plus il se donne, moins il s'épuise. Et la question, c'est comment fabriquer des pelles, ce que j'appelle des pelles à soleil. Donc, on a les panneaux solaires classiques qui sont utiles quand on a des surfaces complètement planes, vierges. Bon, c'est souvent des champs ou des forêts que l'on coupe, etc. Et j'estime que bien sûr, ça a son utilité, mais les terres agricoles sont faites pour autre chose que simplement devenir des fermes à panneaux solaires. Alors qu'il y a des quantités énormes de surfaces bétonnées déjà existantes qui pourraient être couvertes. Oui, c'est ça, les d'énergie, tours. des tours, soit les tours de la Défense, soit de mon bureau, on voit des toits fragiles sur lesquels il n'y a aucun panneau parce qu'ils sont trop légers, ou des murs de béton. Donc, ce que nous avons inventé, c'est un film qui est léger, qui est translucide, qui peut se mettre sur des vitrages et qui laisse passer la lumière. Qui se déroule et qui s'enroule. Donc, c'est là où, dans les rêves, je me dis toujours, on pourrait imaginer demain d'équiper tous les terrains de foot de France et de Navarre et du monde, qui fait que quand il n'y a pas de match de foot, ça devient des centrales solaires. On enroule comme des bâches de piscine, si vous voulez. Et on les déroule quand il y a des matchs. Mais demain, on pourrait aussi imaginer que demain, on crée des espèces d'ombrières géantes dans le désert, qui apportent de l'ombre. Irriguer les déserts. Voilà. C'est un de vos rêves aussi. Un de mes rêves, c'est de trouver le moyen d'utiliser cette chaleur du désert pour, en fait, convertir cette bande, ce qu'on appelle cette bande verte, faire avancer l'herbe et la forêt dans le désert pour petit à petit convertir le désert et redonner l'alimentation aux populations africaines qui souffrent et qui du coup de façon désespérée vont migrer de plus en plus vers l'Europe simplement par faim. Donc il y a des enjeux pour le monde qui sont considérables dans ces innovations. Alors Hubert de Boisredon, vous évoquez dans le livre, on va aller un peu vite parce que malheureusement le temps passe, une opération 2018 pour laquelle vous aviez des inquiétudes mais qui se passe bien, et après la vie devant vous, c'est un vrai cadeau. C'est comme ça que vous voyez la vie maintenant ? Oui, en 2018, mon livre démarre avec ça, c'est que j'apprends que j'ai une tumeur au cou, mal placée. On sait pas si elle est bénigne ou maligne, etc. Et là, je sens une invitation à la vraie lâcher prise. Et en allant à cette opération, surtout en me réveillant, je ressens une gratitude énorme en disant ma vie quelque part m'est redonnée. Et que, voilà, c'est en printemps 2018. Et qu'à partir de ce moment-là, que le reste de ma vie j'aimerais qu'elle soit le plus possible pour le bien de l'humanité, pour Dieu, voilà, pour que je la vive en tout cas comme un émerveillement permanent. En tout cas, c'est mon désir. Après, il y a mon humanité et mon péché, mes torpeurs qui me retiennent. Mais en tout cas, le désir, c'est cet émerveillement. Eotecum, c'est une des conséquences de ça ? Alors, une des conséquences, c'est un ensemble de choses. C'est un engagement dans Fondatio renouvelé, j'allais dire, pour encore plus, aux côtés du président international et avec Marianne, d'œuvrer à ce que cette communauté serve la construction d'un monde plus humain et plus juste. Parler de Fondatio, là. Voilà, de Fondatio. Dans Armor, c'est tourner encore plus Armor vers des projets utiles à la société. Et puis, c'est avec cet ami et associé Louis Faure dont je parle dans le livre, c'est la création d'un cabinet de conseil en leadership. Eotecum. Qui s'appelle Eotecum. Eotecum, c'est un néologisme du latin qui veut dire, voilà, j'y vais avec toi. Et en fait, on veut partager une expérience qu'on a pu vivre. Louis est un jeune qui a 28 ans, moi j'en ai 57, donc on a un écart d'âge important. C'est cette amitié intergénérationnelle où j'ai pu découvrir à quel point aussi un plus jeune me fait avancer par son regard de liberté et son audace, comme moi je peux apporter un plus jeune aussi par ma confiance, par mon expérience. Et on se rend compte que ce type d'échange avec des personnes différentes ou intergénérationnelles peut être une source de chance extraordinaire. Et en fait, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est d'inviter un leadership, un peu ce qu'on appelle par la vulnérabilité, c'est-à-dire où on ose exprimer à l'autre
son besoin de progression et en disant à l'autre, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux, voilà, quel est ton regard sur telle ou telle situation, et où on donne la possibilité à l'autre d'être un peu le gardien de ses intentions. Et du coup, sous forme d'un certain compagnonnage, on va dire que nous puissions avancer. Et en fait, on est beaucoup plus solide à plusieurs, à deux, mais aussi en communauté, par la fraternité, que en croyant qu'on mène sa vie tout seul. Voilà. Et bien sûr, en couple également, et puis par l'accompagnement spirituel. Enfin, toutes ces choses qui font qu'on est reliés. En fait, c'est ça qui nous donne de la force, et l'invitation à travers Eotecum, mais à travers Fondatio, à travers d'autres choses, c'est vraiment ne restons pas seuls, mais relions-nous aux autres, faisons appel à nos amis, créons des relations de confiance. Alors, Eotecum, en pratique, en fait, propose à des dirigeants, mais aussi à des jeunes porteurs de projets, un cheminement. Souvent, ce que l'on cherche, c'est des dirigeants ou des porteurs de projets qui ont une envie de se donner, qui ont une envie d'agir pour transformer leur organisation, mais qui constatent qu'il y a quelque chose en eux qui doit se libérer, qui doit se débloquer, ou il y a un besoin d'accompagnement pour que leurs rêves se réalisent. Et quand nous avons conçu Eotecum, nous l'avons conçu, donc comme je le disais, avec Louis Faure, mais aussi avec François Proutot, le président de Fondatio, dans cette vision qu'en fait, pour accompagner ces actions de transformation du monde, il faut vraiment agir sur les personnes en responsabilité pour les aider à rentrer dans une unité plus grande et une cohérence plus grande dans toutes leurs personnes. Et donc concrètement, ce que fait Eotecum, c'est propose un coaching classique d'accompagnement pour en fait définir un objectif, ensuite poser des intentions pour atteindre ces objectifs, et on travaille sur ces intentions. Et puis dans un deuxième temps, l'idée c'est d'aider la personne à établir un espace de confiance avec une personne de son entourage en qui elle a confiance, pour créer une relation qu'on appelle le compagnonnage, pour en fait qu'au bout d'un moment se continue un accompagnement croisé de transformation sans nous. C'est quoi le profil de ceux qui vous intéressent dans Eotecum? Les profils, c'est des dirigeants qui ont toute personne qui a la capacité d'agir sur son organisation. Ça peut être des dirigeants d'entreprise, ça peut être des jeunes. Et par exemple, là, nous avons reçu une première mission, c'est d'accompagner les jeunes de 3e année d'HEC pour les aider à faire leur choix de carrière, non pas à partir simplement de leur CV ou de leur niveau de salaire, mais à partir de leurs convictions profondes, de leur motivation profonde. Et là, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'accompagner la chaire Purposeful Leadership d'HEC, d'Hubert Joly, à contribuer à transformer même l'éducation de l'école. Est-ce que HEC demain vise à transformer des élites pour maximiser le profit des entreprises, ou pour former des jeunes qui vont transformer le monde? Et voilà, c'est ça tout l'enjeu. La présence de Dieu au quotidien dans l'entreprise, ça se passe comment? Vous vous posez parfois la question, est-ce que ça les dérange pas, mes employés, que je sois engagé comme ça? Alors, la présence de Dieu dans l'entreprise, pour moi, ce qui est très clair, c'est que dans ma manière de diriger Armor, je ne parle pas de Dieu dans Armor. Mais ils savent quand même. Mais ils savent, mais de toute façon, dès le premier jour. Le jour où je suis arrivé, en 2004 pourtant, j'avais même pas ouvert la bouche que tout le monde avait déjà été sur Internet, vérifié qui j'étais, quels avaient été mes engagements. Donc de toute façon, je pense qu'il n'y a plus de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, à moins de ne plus rien vivre dans sa vie privée. Mais moi, je pense que nous sommes des êtres libres, et c'est important. Je suis chrétien, j'ai vécu cette rencontre fondamentale, j'ai le désir de transmettre une espérance. Donc, à titre personnel, je souhaite pouvoir le vivre librement, en aucun cas en l'imposant à d'autres. Et bien sûr, au sein d'Armor, je ne vais pas parler de mes engagements de façon officielle, je ne parle même pas de mon livre. Ceux qui le voient à travers LinkedIn, à travers les articles, bien sûr, peuvent l'acheter, et ça, c'est leur liberté. Mais je sépare bien les choses en termes en tout cas de parole et de positionnement, même si mon désir le plus profond, c'est de vivre en unité. C'est-à-dire que dans ma manière de manager ou de diriger, c'est de pouvoir être adossé à ma foi et à mon amour de Dieu, et d'essayer de le transmettre aux autres, tout en étant un dirigeant qui prend ses responsabilités, que ce soit stratégique, que ce soit quand il y a un plan social à faire parce que l'entreprise le demande, il faut le faire. Mais on peut le faire d'une manière humaine, ou on peut le faire d'une manière désintéressée. C'est pas la même chose. Dieu est présent dans l'entreprise. Dieu aime l'entreprise. C'est un passage que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Il y a un moment difficile dans les années 2000 à Armor, et puis vous allez à l'abbaye de Lérins, et là il y a un moine qui vous touche. Oui, on organise une session Fondatio pour les dirigeants d'entreprise, et un moine, frère Marie Pac, me dit est-ce que tu serais prêt à remettre ton business plan à Dieu?
Et je lui dis, mais attends, vous rigolez, le business plan, c'est un truc financier, machin, non, attends, est-ce que tu es vraiment prêt à remettre ce business plan à Dieu? Et je suis revenu le lendemain, j'ai vécu l'acte physiquement, j'ai pris le business plan et j'ai dit, voilà, Seigneur, je te l'offre, je te le donne. À ce moment-là, c'était en 2009, c'était la crise de 2008, on n'était pas du tout au résultat, on devait faire 10 de résultats, on n'était qu'à 1 à fin avril. Il y avait des actionnaires financiers qui étaient là, je sais absolument pas comment ça allait s'en sortir, j'étais très inquiet. Et j'ai fait l'acte de foi, je suis revenu le lundi au bureau, j'ai pas bien sûr raconté à mes équipes cet événement, par contre je leur ai dit, écoutez, ne me demandez pas pourquoi, mais je sais qu'on atteindra le résultat à la fin de l'année, la question c'est comment, et je propose que chacun, on se partage toutes les possibilités que nous avons pour atteindre le résultat. Et la vérité, c'est que nous avons terminé à 10,5, c'est-à-dire qu'en fait, on était à 1 fin avril et on a fait les 9,5 qui manquaient entre le mois de mai et le mois de décembre. Et je pense, on peut pas expliquer ça de façon rationnelle, mais je sais qu'il y a un lien entre ça et le fait d'avoir remis intérieurement, c'est que j'ai lâché prise, et de cette détente est venue une liberté plus grande, et donc une confiance plus grande en mes équipes. La confiance qui vous habite, Hubert de Boisredon, je voudrais vous remercier vraiment de tout cœur pour cet échange vraiment très approfondi et inciter tous les auditeurs de ZTO à lire votre livre « L'Esprit souffle, suis-le ». Avant qu'on se quitte, vous êtes un homme qui, en fait, brise la sinistrose ambiante et donne envie d'y croire. Vous avez cette belle citation « N'ayons pas peur de nos rêves, de nos projets, de nos appels intérieurs, même quand leur concrétisation semble impossible au point de départ. » C'est un beau message à lancer à tous. Oui, je crois qu'on est invité sans cesse à... En fait, c'est le passage de la foi, finalement. Je crois que ce qui m'anime, si vous voulez, c'est que quand on revient aux fondamentaux, Jésus est mort sur la croix. Qui est resté au pied de la croix pour croire? C'est Marie et Jean. Tous les autres sont partis. Et je pense que nous sommes invités à nous adosser à cette foi de Marie et de Jean, et de croire que même quand tout paraît perdu, que ce soit un deuil, une souffrance, un échec, en fait, il y a peut-être toujours quelque part un brin de lumière, une ouverture, qui préfigure quelque chose de neuf. Et moi, ce que je pense, et c'est un peu ça le témoignage de ma vie, c'est que je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai osé croire, il s'est passé quelque chose après. Peut-être que mes yeux se sont ouverts, mes oreilles se sont élargies, j'allais dire, pour pouvoir accueillir la surprise de Dieu et la surprise de l'Esprit Saint qui est venu à ma rencontre. Hubert de Boisredon, on a parlé souvent de Fondatio pendant cet entretien. C'est vraiment une fondation qui est très importante pour vous, un accompagnement de toute votre vie. Ça représente quoi, Fondatio, pour vous? Oui, tout à fait. Alors, Fondatio, c'est une communauté chrétienne, mais aussi une spiritualité qui me porte au quotidien pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je me sens extrêmement libre dans cette communauté, libre notamment de vivre jusqu'au bout mon engagement dans la société, soit comme dirigeant d'Armor aujourd'hui, mais aussi d'autres engagements, comme Eotecum et d'autres, et aussi qui m'encourage, en tant que laïc chrétien, à devenir disciple de Jésus, disciple du Christ, en plein monde. Et je pense que derrière ça, c'est aussi de visualiser ce que peuvent être les apôtres de demain. Les apôtres de demain, je pense que il y a les apôtres au sein de l'Église, qui sont un peu dans la lignée de Pierre, on va dire. Mais il y a aussi les apôtres en plein monde, qui pour moi sont un peu dans la lignée de Paul. Et je dirais que Fondatio m'encourage à être pleinement dans un disciple à la suite de Paul sur les chemins du monde. Et donc, je dirais que je vis à travers Fondatio une unité possible entre ma foi et mon amour du monde. Et Hubert de Boisredon, juste au moment de se quitter, il y a une personne qu'on voulait saluer, parce qu'elle nous tient à cœur tous les deux. Oui, tout à fait. C'est Renaud Sassi, qui est un ami très cher et qui nous a mis en relation. Oui. Donc, un frère de toujours. Un frère de toujours. Oui. On s'est rencontrés en prépa. On a vécu des expériences spirituelles très fortes. Renaud est venu au Chili nous visiter à Contigo avec Stéphanie, son épouse. Nous sommes des amis de couple aussi très forts. On a encore vécu des expériences récemment en partageant un jeûne pendant une semaine. Voilà, donc Renaud, si tu nous entends, oui, merci de ce lien. Et merci Renaud, parce que c'est un des grands amis de ZTO depuis le début. Merci Renaud. Voilà, merci à toi. Hubert de Boisredon, merci infiniment. Quand je vous remercie, je ne peux pas ne pas associer Marianne, oui. Qui est proche toujours de ZTO et qu'on aime beaucoup. Bravo pour Fondatio, bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, je vous remercie beaucoup Guillaume. Merci bien. Merci Hubert, merci chers auditeurs de ZTO, à bientôt pour un prochain épisode.